Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Tout de suite, le sommaire. Des réactions mitigées à Conakry après la fixation des élections législatives pour le 30 juin prochain. Si cette date est rejetée par l'opposition républicaine, elle est par contre saluée par la société civile et des citoyens rencontrés, les échos croisés dans ce journal. Et avec des positions tranchées, la relance du dialogue est-elle possible? Le gouvernement guinéen y croit encore. Bientôt, une maison de culte pour les habitants de Kouré-la-Landé, c'est dans la préfecture de Boufa. Le Premier ministre a posé dimanche la première pierre de la mosquée de la localité, coût de réalisation plus de 2 milliards de francs guinéens. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Les Guinéens iront aux urnes le 30 juin prochain au compte des élections législatives. Contre toute attente, le chef de l'État a pris le décret de convocation des électeurs samedi. La décision est loin de faire l'unanimité au sein de la classe politique. Commentaire Ibrahima Souriari Yansani. Contre toute attente, le chef de l'État est sorti ce samedi de sa longue période d'hésitation pour passer enfin à la vitesse supérieure en fixant la date des législatives. Dans un décret, Alpha Condé convoque le corps électoral à voter le 30 juin prochain pour élire les députés et justement doter le pays d'une assemblée nationale, la mise en place de laquelle institution met fin à la transition politique. La décision du chef de l'État intervient à un moment où la classe politique parle de la mise en place d'un cadre de dialogue. L'opposition dite républicaine réclame le départ de l'opérateur de saisie WEMAC et le vote des Guinéens de l'étranger. Des questions qui depuis un an peinent à trouver solution. Et voilà que le temps presse, le professeur Alpha Condé ne veut plus attendre, selon lui, ceux qui ne veulent pas aller aux élections. Il fixe la date des législatives conformément à l'article 62 du Code électoral qui stipule, je cite, « Les électeurs sont convoqués par décret du président de la République 70 jours au moins avant la date du scrutin législatif. » L'opposition guinéenne opte pour la fermeté après la convocation du corps électoral le 30 juin prochain par le chef de l'État. Au cours d'une réunion hier, les principaux leaders décident de se retirer du processus de dialogue politique. Ils ont aussi annoncé la reprise de leurs manifestations de rue à partir de jeudi prochain. Malik Diakité. 30 juin 2013, c'est la date décrétée pour convoquer les Guinéens aux urnes au compte des élections législatives. Cette décision du président de la République est jugée illégale aux yeux de l'opposition républicaine. Réunis dimanche à Conakry, les principaux leaders se disent surpris de la démarche et décident de leur retrait du processus électoral. Ce décret convoquant le corps électoral il rend donc totalement superflu tout dialogue. Donc nous avons décidé de nous retirer définitivement de ce processus électoral tant que nos revendications ne seront pas prises en considération. Nous attendons donc du gouvernement qui prenne des décisions claires et nettes en ce qui concerne la résiliation pure et simple des contrats WEMAC-Tabari et la confirmation du vote des Guinéens de l'étranger. L'ADP, le collectif, le CDR et le FDP veulent à cet effet relancer leurs manifestations de protestation sur les voies publiques. Dès le jeudi 18 avril prochain, nous avons programmé une marche pacifique qui va quitter le rond-point de Kessia au rond-point du Vinoa. Et le lendemain, nous avons décidé d'appeler les populations de Conakry et de l'intérieur du pays à observer une journée ville morte. Et la semaine suivante, nous allons engager aussi des marches sur toute l'étendue du territoire national qui seront également suivies de journées ville morte. L'exigence de l'opposition républicaine reste désormais, selon le porte-parole, le départ de l'opérateur WEMAC et le vote des Guinéens de l'étranger. En dépit donc de la fixation d'une date pour les élections législatives, le gouvernement guinéen se dit ouvert au dialogue politique. Il invite l'opposition à la relance des pourparlers. C'est ce qu'a laissé entendre ce lundi le porte-parole du gouvernement guinéen, Ibrahima Souriari Yansani. Il n'est pas question d'interrompre le dialogue entre pouvoir et opposition. C'est la position du gouvernement selon son porte-parole. Albert Damantan Camara estime que c'est la seule manière pour eux de trouver avec l'opposition un minimum de points communs sur les questions qui les divisent. La fixation de la date des législatives n'a rien à voir avec la poursuite du dialogue. La date a été fixée tout simplement parce que là où nous sommes arrivés, la CENI est prête. Et les partenaires qui nous accompagnent ont sécurisé totalement le processus électoral. Donc il n'y a plus aucune raison technique d'attendre pour fixer la date des élections. Maintenant, nous avons 70 jours.
pour nous mettre d'accord sur un certain nombre de points. Et dans ce cadre de concertation, rien n'est exclu. On peut aborder tous les sujets, amener tous les éléments d'information et de démonstration qui permettront à chacun de se faire une opinion et surtout que la lumière jaillisse et qu'enfin nous nous mettions d'accord sur un certain nombre de choses. Après, chacun décidera, mais ça ne remet pas en cause le dialogue, pas du tout. Alors que l'opposition ne compte pas négocier le maintien de Wemac et le vote des Guinéens de l'étranger, ces deux questions restent toujours au cœur de leurs revendications. Si jamais il est question de dire pour l'opposition, il n'est pas négociable sur le point Wemac et sur le vote des Guinéens de l'étranger, alors il faut se demander pourquoi à ce moment-là l'opposition a demandé un cadre de concertation. Où est la question? Ils n'ont pas confiance à Wemac. Ils n'ont pas confiance. Justement, c'est parce qu'ils n'ont pas confiance à Wemac. C'est parce qu'ils n'ont pas confiance au gouvernement que nous avons pris des personnes qui n'ont rien à voir ni avec le gouvernement ni avec Wemac pour, d'une part, analyser le système, le corriger éventuellement, mais surtout le sécuriser. Dans quelles conditions Wemac a été recruté? Sur la question, la réponse du ministre est claire. On aurait souhaité peut-être que dans le cadre de concertation, on évolue sur ces questions. Parce que qu'est-ce qui se passe lors d'une concertation? Chacun vient avec son principe. Le principe de l'opposition, c'est de dire on ne veut pas de Wemac. Ok, premier principe, première étape. Deuxième étape, on leur demande pourquoi vous ne voulez pas Wemac. Ils nous expliquent pourquoi. Démontrez-nous que ce que vous dites est vrai. Soit ils le démontrent, soit ils ne le démontrent pas. Entre-temps, peut-être qu'ils vont dire non, c'est à vous de nous démontrer que Wemac est venu dans des conditions normales. Ok, voici l'appel d'offres qui a été publié en date. Voici pourquoi la SAGEM n'était plus là, parce que tout simplement, nous, on a pris la peine de nous renseigner. SAGEM n'a pas été reconduit parce que tout simplement, SAGEM n'avait plus de contrat. Pour l'heure, le gouvernement joue à l'apaisement. Il demande à l'opposition de faire autant pour mettre fin à une crise qui n'a que trop duré. Après donc la convocation du corps électoral par le chef de l'État, professeur Alpha Condé, la Commission électorale nationale indépendante confirme avoir proposé différents chronogrammes, parmi lesquels celui du 30 juin 2013. Elle aurait été validée lors de la dernière plénière des commissaires de la CENI, une confirmation faite par le directeur du département communication de la CENI, Mohamed Malik Diallo. La convocation du corps électoral pour le 30 juin par un décret du président Alpha Condé est l'une des propositions faites par la CENI, unique institution habilitée à élaborer et soumettre au chef de l'État un chronogramme pour la tenue d'élections en République de Guinée. Du moins, c'est ce qu'affirme le responsable communication de la CENI. Oui, de façon logique. Parce que lorsque nous avons proposé la date du 12 mai, comme vous le savez, il est dans les prérogatives de la CENI de proposer des dates indicatives pour la tenue du scrutin en fonction d'un chronogramme établi. Chronogramme qui prend en compte toutes les opérations liées au processus électoral. À la question de savoir si cette proposition de chronogramme a été validée lors d'une plénière des commissaires de la CENI, Yero Condé répond. Ça émane d'une plénière de la CENI. À chaque plénière, il y a une fiche de présence. Parce que cette fiche de présence donne droit à une prime. Yero Condé a par ailleurs annoncé ce dimanche 14 avril la reprise des activités de révision des listes électorales sur toute l'étendue du territoire national. Et pour cause, on le reprend parce que le décret convoque. Vous ne pouvez pas faire des élections sans fichier électoral. On est dans notre rôle. C'est ce que la loi nous demande, c'est de constituer un fichier électoral crédible. Ceci dit, la Commission électorale nationale indépendante va donc poursuivre ses activités à compter de ce mardi 16 avril afin d'organiser les législatives le 30 juin 2013. Au chapitre des réactions maintenant, contrairement à l'opposition, le Conseil national des organisations de la société civile guinéenne salue cette décision et invite les acteurs politiques à plus de compréhension pour la bonne tenue du scrutin. On écoute le secrétaire exécutif du CNOX, Aziz Diop, au micro de Fanta Conté. Je crois que Monsieur le Président de la République a pris ses responsabilités en convoquant les électeurs le 30 juin. Pour nous, c'est une bonne décision. Et également, laisser les acteurs politiques, le gouvernement, poursuivre le dialogue. En prenant ce acte, il a donné de l'espoir aux Guinéens, il a donné de la perspective aux citoyens guinéens. Parce que dans nos zones rurales et urbaines, la pauvreté s'est beaucoup accentuée. Les citoyens veulent aller aux élections. Ils sont fatigués. Et c'est pourquoi nous demandons encore
à tous les leaders politiques de prendre des responsabilités, de voir la Guinée devant, pour que la quiétude et le calme règnent. Le président de la République a pris ses responsabilités en fixant un délai. C'est ça son droit à lui. Maintenant, aux politiques de s'assumer aussi. Et devant les positions tranchées entre les différents acteurs de la crise, que disent les citoyens de Conakry? Beaucoup parmi eux militent aujourd'hui en faveur de la reprise du dialogue pour éviter les violences. On les écoute au micro de Aïssata Kaba. J'avais estimé qu'une fois que le dialogue a été amorcé, on allait faire le maximum jusqu'à ce que toutes les parties en présence se comprennent avant de fixer la date des élections. Donc si l'opposition aujourd'hui dit qu'elle va manifester peut-être le jeudi, donc je trouve peut-être que c'est le seul moyen de recours qui reste à l'opposition peut-être pour le faire. Donc, mais je crois que c'était pas la meilleure façon. On devrait plutôt privilégier le dialogue. Donc, mais une fois que la décision a été prise par le président de la République, je vois mal comment cette situation pourra se tranquilliser dans le pays. Les acteurs politiques de ce pays apparemment ne sont pas à la hauteur. Parce que franchement, ils commencent à nous fatiguer. Pourquoi ne pas s'entendre? Procéder aux élections, il y a une durée. Bon, le bureau qui va être, mais si le bureau n'est pas à la hauteur, à la prochaine fois, bon, on change, c'est tout. C'est ça la démocratie. On roule et puis, comment on procède à des changements qualitatifs chaque fois qu'on se rend compte que ça ne peut pas aller. Voilà, donc, manifestation de rue, ouais, pour manifestation de rue, alors qu'après c'est des cadavres qui se comptent. Il faut que les gens prennent conscience et j'appelle la jeunesse à comprendre ça. Quelle que soit la manière de dialoguer, il faut dialoguer, mais le peuple, honnêtement, que ceux qui ouvrent leur cœur ou pas, ou que ceux qui sont dans ce micro-là, la chance de vous parler aujourd'hui ou pas, tout le monde aimerait en finir. Il y a un peuple qui n'a pas de moyens, qui n'a rien. Il y a un peuple qui ne sait même pas où donner sa tête. Ce peuple-là ne mérite pas ça. Moi, en tout cas, mon point de vue, et la mouvance, et l'opposition, si les deux militent pour le peuple, si la lutte qu'ils mènent, c'est pour le peuple, on doit aller en élection. Comme annoncé dans les titres, le Premier ministre, chef du gouvernement, a procédé dimanche à la pose de la première pierre des travaux de réhabilitation de la grande mosquée de Khouré-Lalandé, c'est dans la préfecture de Bofa. C'était à l'occasion du grand FIDAO organisé par les fils ressortissants de cette localité. Le coût global de l'infrastructure s'élève à plus de 2 milliards de francs guinéens, entièrement financé par le gouvernement guinéen. Fanta Condé. Nous sommes dans le village de Khouré-Lalandé, dans la sous-préfecture de Kolia, à 50 km de Bofa Centre. C'est ici que le Premier ministre, chef du gouvernement, accompagné d'une forte délégation, s'est rendu dimanche. Mohamed Saïd Fofana a pris part au grand FIDAO initié par les fils ressortissants de cette localité. Après la lecture du Saint-Coran, le calife de Khouré-Lalandé, Elhadj Alseni Kamara, a fait des prières et bénédictions pour la paix, la réconciliation et la réussite des actions gouvernementales. Les fils ressortissants ont aussi profité de l'occasion pour énumérer certaines de leurs difficultés, à savoir le mauvais état de la route et le manque de réseau électrique. Juste après, le Premier ministre a procédé à la pose de la première pierre des travaux de réhabilitation de la grande mosquée de Khouré-Lalandé. Estimée à plus de 2 milliards de francs guinéens, ces travaux seront exécutés par l'entreprise générale de construction et équipement des bâtiments pour un délai contractuel de 8 mois. Le public a décidé de donner à tout le peuple de Guinée du bonheur. Et nous nous sommes attaqués aux infrastructures sociales qui ont un impact sur le niveau de vie de toutes les populations. Il en est ainsi des routes, des mosquées, des écoles, des centres de santé et j'en passe. Donc ce qui a commencé ici se poursuivra ailleurs, parce qu'ailleurs on a déjà fait beaucoup de choses. Il a été fait des ponts, des routes ont été bitumées. Tout à l'heure, les populations, en évoquant
ce qui a été fait par ce gouvernement. On parle tantôt de lampadaires, ils ont tantôt de bitumage, et il y a d'autres aussi. Nous remercions le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, d'avoir pensé à notre préfecture pour la réalisation de la mosquée de Gros-Landé. Parce que ça fait combien d'années cette mosquée, surtout dans cet état? Cette mosquée sera construite en R+1 sur une superficie de 1886 m². 3 salles de classe, des latrines, un forage et la clôture sont également prévus dans les travaux. Sur un autre plan, violence faite aux femmes, la lutte est engagée dans plusieurs localités du pays. Un projet est en cours d'exécution à Moyenne-Guinée. Il concerne les villes de Labé et de Mamou, une initiative de l'Alliance des femmes pour l'égalité et le genre en Guinée. Salan Camara, décryptage. Contribuer à la réduction des inégalités liées au genre ainsi qu'au respect des droits fondamentaux des femmes, c'est l'objectif que l'ASOGI s'est fixé. Ce, pour lutter contre les violences faites aux femmes dans les préfectures de Mamou et Labé. À ce titre, elle se propose d'outiller les animateurs sur différents thèmes, notamment ceux relatifs à la connaissance des droits des femmes. L'objectif du projet est de protéger et promouvoir les droits fondamentaux des femmes et des filles à travers la lutte contre les violences à leur égard. Pendant 13 jours, vous aurez à vous initier aux thèmes qui peuvent changer la situation de beaucoup de femmes jusqu'à présent victimes de violences de toutes sortes, pour qu'enfin toutes les formes de violence à l'égard des femmes cessent. Selon le représentant du préfet de l'Abbé, le terme « violence faite aux femmes » devrait être perçu comme étant une violation des droits de l'homme et une forme de discrimination à l'égard des femmes. De ce fait, il exhorte les participants à faire preuve de responsabilité pour mieux défendre les intérêts des femmes. On va vous outiller pour vous permettre de travailler sur le terrain. L'activité que vous devez mener, lutter dans le cadre d'arrêter la violence sur les femmes. Donc, on vous encourage et on vous soutient pour que vous puissiez mettre en œuvre ce qu'on va vous confier à partir de cette phase. Donc, vous avez la grande tâche pour au moins freiner à cette situation afin que le genre puisse être respecté. L'égalité entre hommes et femmes peut être une réalité, mais pour cela, il faudrait que les droits de ces dernières soient respectés et leur voix prise en compte, des facteurs susceptibles de leur mettre à l'abri de toutes sortes de violences. Justice, dans cette édition, contrairement à ce qui avait été annoncé, la Cour suprême n'a tranché ce lundi dans le contentieux qui oppose Amadou Diallo à Yamoussa Touré à la tête de la CNTG. Le dossier a été renvoyé pour incompétence matérielle devant le tribunal de première instance de Kalouma, compte rendu Aminata Djountou Diallo. Le différend qui oppose Amadou Diallo à Yamoussa Touré au sujet de la direction de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée, CNTG, est loin de connaître son épilogue. Après analyse, la Cour suprême a cassé la décision de la Cour d'appel pour incompétence matérielle et a renvoyé les protagonistes vers le TPI de Kaloum qu'elle juge compétente. Une décision jugée positive par le camp Amadou Diallo. Maître Hamidou Bari se dit confiant quant à une issue favorable à cette procédure judiciaire. Nous avons gagné. En tant que demandeur en cassation, quand on vous dit qu'un arrêt est cassé et annulé, c'est que l'arrêt de la Cour d'appel n'est plus valable. Donc nous avons gagné en ce qui concerne Elhadji Amadou Diallo au niveau de la Cour suprême. Ça c'est sans commentaire. Nous, on a renvoyé devant les juridictions de premier ressort. La Cour a dit la partie la plus diligente n'a qu'à initier une procédure. Et pour le moment, nous nous sommes tranquilles. Nous sommes reconnus sur le plan national et international. Les juridictions guinéennes ont cassé l'arrêt parce que ça a été mal rendu. Nous sommes tranquilles. Nous attendons. Si on reçoit un acte de procédure, nous allons répondre. Pour le camp de Yamoussa Touré, la bataille n'est pas perdue, elle ne fait que commencer. Ses avocats n'entendent pas baisser les bras et envisagent de mener des démarches pour la fermeture des locaux de la CNTG et ce jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. Devant le tribunal de première instance, nous n'aurons plus assez de démonstrations à faire. Nous pensons que nous repartons sur de nouvelles bases. Et il faut retenir que aujourd'hui, la CNTG est sans bureau exécutif, sans secrétaire général. Autrement dit, les partis sont toujours renvoyés dos à dos. Donc il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de vaincu.
Maintenant là, nous avons la possibilité, en exécution de l'arrêt de la Cour suprême, devant lequel les juridictions de base doivent s'incliner, aussi bien que les partis, nous pouvons saisir la présidente du tribunal pour obtenir la fermeture provisoire des locaux. Et ce serait de droit. Tout porte à croire que ce contentieux entre Amadou Diallo et Yamoussa Touré est loin de se terminer. Les festivités de clôture des assemblées générales des caisses d'épargne et de crédit Yété-Mali ont eu lieu ce lundi à Conakry. La direction générale a elle aussi présenté son rapport d'activité, une cérémonie qui a connu la mobilisation de délégués des agences Yété-Mali. Marie-Chéla Fofana. Mobiliser l'épargne et encourager le crédit aux plus pauvres afin de changer progressivement leur situation, telle est la mission que s'est assignée la Caisse populaire d'épargne et de crédit de Guinée. Créée en 1997, Yété-Mali compte aujourd'hui 16 caisses sur l'ensemble du territoire national. Après une année d'exercice, le conseil d'administration de l'institution de microfinance présente son rapport d'activité. Votre conseil d'administration a tenu 10 réunions au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2012. Elles se repartissent de la manière suivante: 4 ordinaires, 4 extraordinaires, 2 conjointes avec les autres organes. La direction générale de la Caisse populaire d'épargne et de crédit de Guinée a elle aussi fait l'état des lieux sur ses activités. En 2012, 40 milliards 642 millions 796 663, soit une croissance de 13 milliards 41 millions 930 769. L'épargne en 2012, 31 milliards 622 millions 213 451, soit une croissance de 7 milliards 137 millions 125 983. Le nombre de membres en 2012, 70 588, soit une augmentation de 12 612 nouveaux membres. Volume de crédit en 2012, 26 milliards 881 millions 285 029 francs, soit une croissance de 7 milliards 28 millions 791 858. Le nombre de crédits en 2012, 8 952, soit 2 423 nouveaux crédits. Avec 295 887 301 francs guinéens d'excédent pour l'année 2012, la Caisse Yété-Mali projette des perspectives pour cette année 2013. Le réseau s'est résolument engagé dans une perspective de consolidation des acquis actuels et lancer les bases de construction d'une coopérative moderne de proximité. La Caisse populaire d'épargne et de crédit de Guinée Yété-Mali compte ouvrir 2 caisses et un point de service à Kindia, Kamsar et Dubreka. Un budget de 3 milliards 365 506 061 francs guinéens a été voté pour l'année 2013. C'est donc le nouveau gardien de la révolution bolivarienne au Venezuela, Nicolás Maduro, a été élu président. Une victoire qui s'est jouée à quelques centaines de milliers de voix, 50,66% des suffrages pour le défunt désigné Hugo Chávez. Résultat si serré que l'opposition crie à la fraude. Palais de Miraflores, il parade. Ses partisans le fêtent, mais Nicolás Maduro gagne d'un cheveu. Sa victoire est courte, très courte devant son adversaire Enrique Capriles, si courte que l'opposant refuse de reconnaître sa défaite et met en cause l'impartialité de la commission électorale. Capriles réclame un recomptage des votes. Je veux dire au candidat du gouvernement que le perdant aujourd'hui, c'est vous. Et je vous le dis fermement. Vous êtes les perdants, vous et votre gouvernement. Nous n'allons pas reconnaître un résultat avant que chaque bulletin de vote des Vénézuéliens ne soit recompté un à un. Avec 50,66% des suffrages, Nicolás Maduro ne peut pas se vanter d'avoir été plébiscité, comme le fut auparavant son mentor Hugo Chávez. Pourtant, il se positionne dans la ligne droite de son prédécesseur, qu'il appelle son père. Il poursuivra sa lutte socialiste et son combat politique. Mais les Vénézuéliens l'attendent au tournant, l'insécurité, la pauvreté, l'inflation, autant d'héritages difficiles à assumer. Nicolás Maduro ne devra pas être une pâle copie. Vive Chavez! Longue vie à Chavez jusqu'à la victoire finale.
Descendez dans la rue pour défendre cette victoire, pour défendre le triomphe en paix et pour vous souvenir que nous avons respecté le commandant. Pour le moment, aucun débordement signalé, quelques traditionnels bruits de casseroles en signe de protestation. Les rues de Caracas appartenaient plutôt cette nuit aux partisans de Nicolás Maduro qui savourent la victoire, et peu importe le score. Fin de cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez-nous sur notre site web le www.groupeevasionguinée.info. Bonsoir à tous.